Élèves de seconde, bonjour. Dans cette leçon, nous poursuivons l'étude des phénomènes qui se produisent lorsque la lumière rencontre un dioptre en privilégiant l'aspect expérimental. Nous voulons maintenant tester les lois de Snell-Descartes et déterminer expérimentalement l'indice optique N2 d'un verre. Nous disposons d'un laser fixe et d'une platine horizontale graduée en degrés sur laquelle on dispose un demi-cylindre en verre d'indice N2 entouré d'air d'indice N1 égale 1. Allumons le laser et faisons tourner la platine de 40 degrés par exemple. Nous identifions les rayons incidents, réfractés et le rayon réfléchi, beaucoup plus faible en général lorsque la réflexion a lieu sur un dioptre. La normale au dioptre, ligne joignant les deux zéros, et les angles de réfraction I2 et d'incidence I1. On observe que les lois de la réflexion sont vérifiées, mais pour cette étude, on s'intéresse surtout à la mesure de l'angle de réfraction lorsque l'angle d'incidence varie de 0 à 90 degrés. Après utilisation, par sécurité, n'oublions pas d'éteindre le laser. Pour un angle d'incidence I1 variant de 0 à 90 degrés par pas de 5 degrés, nous mesurons et reportons les valeurs de l'angle de réfraction I2 dans le tableau. Pour I1 égale 0 degré, nous mesurons I2 égale 0. La lumière n'est pas déviée par le dioptre. Pour I1 égale 5 degrés, nous lisons I2 égale 3,5 degrés. I1 égale 10 degrés, I2 égale 6,5 degrés, I1 15, I2 10, etc., etc. En procédant ainsi, nous obtiendrons 19 valeurs estimées au demi-degré près, ce qui sera suffisant pour obtenir un résultat fiable. Après avoir mesuré tous ces angles, nous devons calculer leur sinus. Sur la calculette programmée en mode degré, nous utilisons la touche sinus et remplissons les deux dernières lignes du tableau en arrondissant à deux chiffres après la virgule. Il ne nous reste plus qu'à construire le graphe représentant sinus I2 en fonction de sinus I1 en reportant soigneusement chaque point de mesure manuellement comme nous avons choisi de le faire ici ou, éventuellement, en utilisant un logiciel tableur-grapheur. Les points expérimentaux sont alignés sur une droite passant par l'origine d'équation générale y égale ax où sinus I2 joue le rôle de y et sinus I1 celui de x. La droite a donc pour équation sinus I2 égale a sinus I1 ou, en utilisant la deuxième loi de la réfraction, sinus I2 égale N1 sur N2 sinus I1. On identifie ainsi le coefficient directeur de la droite à N1 sur N2. Par ailleurs, le coefficient directeur de la droite s'obtient en choisissant deux points de la droite assez éloignés et en faisant le rapport de la différence des ordonnées par la différence des abscisses correspondantes. On trouve A égale 0,66. Nous obtenons donc, puisque N1 égale 1 sur N2 égale 0,66, soit en inversant les termes, N2, l'indice du verre, égale 1,5. Faisons maintenant une petite expérience. Au fond d'une tasse, déposons par exemple une pièce de monnaie et observons sous un angle tel que celle-ci ne soit pas visible. Si nous remplissons la tasse avec de l'eau par exemple, la pièce apparaît. Lorsque nous introduisons la pièce au fond de la tasse contenant de l'air, la lumière émise dans toutes les directions par le bord droit de la pièce et non arrêtée par la porcelaine opaque est constituée de l'ensemble des rayons contenus dans ce cône. Aucun de ces rayons n'atteint la pupille de l'œil, le bord droit de la pièce est invisible. On peut faire la même remarque pour le bord gauche de la pièce. Aucun rayon issu de ce point n'atteint la pupille de l'œil, même si certains s'en rapprochent. Ce rayon lumineux qui frôle le bord droit supérieur de la tasse et atteint la pupille sépare la partie visible de l'intérieur de la tasse de la partie non visible en sombre. Si nous remplaçons l'air par de l'eau, alors, grâce au phénomène de réfraction, nous trouvons maintenant des rayons lumineux issus de la pièce pouvant atteindre la pupille.
La partie non visible de l'intérieur de la tasse est alors réduite. Un milieu transparent limité par deux faces parallèles est appelé lame à face parallèle. Concrètement, une lame à face parallèle peut être une lame ou une lamelle de microscope, une vitre, un liquide transparent flottant sur un autre liquide transparent, un hublot de bathyscaphe, etc., etc. Nous considérons ici le cas où le milieu transparent de chaque côté de la lame en verre d'épaisseur E est le même, de l'air par exemple. Un rayon incident est réfracté sur le dioptre R vert en se rapprochant de la normale, puis réfracté à nouveau, mais en s'éloignant de la normale, sur le dioptre vert R. Cet angle clignotant est égal à I2, puisque ces deux-là sont alternes internes. Écrivons la loi de la réfraction en I1. NR sinus I1 égale N vert sinus I2. Et faisons de même en I2. N vert sinus I2 égale NR sinus I3. Deux expressions égales à une même troisième sont égales entre elles. Donc, NR sinus I1 égale NR sinus I3. En simplifiant par NR, on obtient sinus I1 égale sinus I3, soit, puisque les angles sont compris entre 0 et 90 degrés, I1 égale I3. On en déduit que le rayon émergent est parallèle au rayon incident. Le rayon émergent est décalé d'une distance petit d. Nous ne ferons pas le calcul de petit d un peu trop compliqué en secondes, mais nous pouvons retenir que petit d est proportionnel à l'épaisseur E de la lame. En fait, puisque sur chaque dioptre il y a en même temps réflexion et réfraction, les choses sont un peu plus complexes. En I1, par exemple, il existe aussi un faible rayon réfléchi. Idem en I2. En I3, nous avons un rayon réfracté et un rayon réfléchi, idem en I4, en I5, en I6, etc. Les rayons devenant de plus en plus faibles, notre œil ne perçoit pas ce phénomène. Selon le côté de la lame où il se trouve, notre œil ne perçoit que le rayon réfléchi en I1 ou réfracté en I2. Considérons un flacon contenant du glycérol d'indice 1,47 et une baguette en pyrex de même indice 1,47. Une expérience amusante consiste à plonger celle-ci dans le glycérol. On observe alors la disparition de la partie immergée de la baguette. Le pyrex et le glycérol étant des milieux très différents, le milieu transparent dans le flacon n'est pas homogène, mais optiquement, il se comporte comme tel puisque les indices sont les mêmes. Tout se passe comme s'il n'y avait pas de dioptre. En fait, en observant très attentivement, on arrive à voir très faiblement la baguette, car l'œil est sensible aux moindres variations d'indices, et même si les indices sont égaux arrondis à 3 chiffres significatifs, ils ne le sont pas rigoureusement. Le phénomène de réflexion totale ne figure pas explicitement au programme de seconde, mais nous en dirons quelques mots pour les élèves intéressés. Dans un milieu 1, par exemple du verre, d'indice N1, considérons un rayon lumineux incident se propageant vers un milieu 2 moins réfringent, donc d'indice N2 inférieur à N1, de l'air par exemple. Au point d'incidence I, sur le dioptre, une petite partie de la lumière est réfléchie, tandis que la lumière est majoritairement réfractée en s'éloignant de la normale. Nous pouvons déterminer les angles de réflexion IR et de réfraction I2 en fonction de l'angle d'incidence I1 en appliquant les deuxièmes lois de Snell-Descartes. De la réflexion, IR égale I1 et de la réfraction, I2 égale arc sinus de N1 sur N2 sinus I1, comme nous l'avons vu dans la leçon précédente. Voyons ce qu'il se passe lorsque l'on augmente l'angle d'incidence de I1 égale 0 à I1 égale 90 degrés. L'application des formules pour I1 égale 0 donne IR égale 0 et I2 égale 0. Pour I1 égale 30 degrés, on a IR égale 30 degrés et I2 égale 48,6 degrés. Oublions l'angle IR toujours égal à I1 et concentrons notre attention sur l'angle I2. Pour I1 égale 40 degrés, la formule 2 donne I2 égale 74,6 degrés. Augmentons I1 d'un seul degré.
Pour 41 degrés, on trouve I2 égale 79,8 degrés. Une toute petite augmentation de I1 produit une augmentation significative de I2. Augmentons alors I1 de 0,5 degrés. Pour 41,5 degrés, on trouve I2 égale 83,7 degrés. Pour I1 égale 41,8 degrés, soit 0,3 degrés de plus, on obtient I2 égale 88,9 degrés. Augmentons alors I1 de 0,1 degré. Pour I1 égale 41,9 degrés, la calculette renvoie un message d'erreur. Cela signifie qu'il n'y a pas de solution mathématique pour I2. I2 n'existe pas. Physiquement, cela signifie qu'il n'y a pas de rayon réfracté, que toute la lumière est réfléchie par le dioptre. On dit qu'il y a réflexion totale. En continuant d'augmenter I1 jusqu'à 90 degrés, on n'observe plus jamais de rayon réfracté. Le dioptre se comporte comme un miroir. Si l'angle d'incidence I1 dépasse une certaine valeur limite I1 lim, il y a alors réflexion totale. Dans notre exemple, I1 lim est compris entre 41,8 et 41,9 degrés. Pour calculer I1 lim précisément, écrivons la deuxième loi de la réfraction. Lorsque I1 prend la valeur I1 lim, I2 prend la valeur 90 degrés. Comme sinus 90 degrés égale 1, on obtient N1 sinus I1 lim égale N2, soit sinus I1 lim égale N2 sur N1. D'où l'arcsinus du sinus I1 lim, qui est égal à I1 lim, égale arcsinus de N2 sur N1. On trouve numériquement I1 lim égale 41,81 degrés. Revoyons le phénomène dans son ensemble pour I1 variant de 0 à 90 degrés. Voilà. Le phénomène de réflexion totale est mis à profit par exemple dans les fibres optiques. La réflexion totale empêche la lumière de sortir de la fibre et l'énergie du signal y est conservée. À chaque incidence, l'angle I1 qui ne varie pas est supérieur à l'angle limite. En fait, il existe des fibres plus complexes, mais nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. À bientôt!